Algérie, Maroc, Royaume-Uni, Belgique et Allemagne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore là? Quoi? Mon top 5, il t'a pas convaincu? Mais pourquoi? Je comprends pas, il y a un truc qui te dérange dans ma liste? Bah, t'as eu ta réponse? Quitte cette vidéo? Pourquoi t'es encore là? T'attends un truc? Bon allez, j'arrête de déconner, ça va 2 secondes de se foutre de la gueule des pays du tiers-monde. Non, puis en plus, tirer sur l'ambulance, c'est pas bien, pardon. Non, plus sérieusement, voici le top 5 des pays que j'irais recommander à un pote s'il voulait quitter le Frankistan, avec mes critères. Bon déjà, quels sont mes critères? J'en ai 5. Et je vais pas y aller par 4 chemins, tu commences à nous connaître sur la chaîne. Premier critère, la paix. Mon pote, il veut la paix. Et pas la paix dans le sens pas de guerre, la paix au quotidien. Donc quand tu sors le soir, t'as pas peur, quand t'envoies tes gosses à l'école, t'as pas peur non plus. Le pays fonctionne normalement, donc il est stable politiquement, il est stable économiquement, bref, un pays normal. Alors je sais que ça paraît évident, ça devrait pas être un critère, mais bon, vu d'où on vient en France, c'en est un. Deuxième critère, la fiscalité. Si je quitte un pays qui me prend la moitié de ce que je gagne, c'est pas pour aller me faire ouvrir le cul ailleurs. Je veux une flat tax, un taux bas et pas de surprise. C'est tout ce que je demande. 3. Les valeurs. Je veux un pays conservateur. Je veux un pays où la famille, c'est au centre de tout. Je veux un pays où les gens font des gosses et ils en sont fiers. Un pays où personne n'a honte de son peuple. Personne n'a honte de sa propre civilisation. Un pays avec des valeurs européennes, avec des valeurs chrétiennes si tu veux. Et surtout un pays où le bon sens n'a pas été remplacé par cette saloperie d'idéologie woke. Parce qu'on va arrêter l'hypocrisie 2 minutes et surtout on va mettre les points sur les i. Les pays qui tournent le mieux, ce sont des pays chrétiens. Voilà. C'est vrai. Quatrième critère, il faut des bonnes infrastructures pour que tu puisses y bosser là-bas. Donc, que tu sois entrepreneur, freelance, salarié en remote ou alors même salarié, il faut que ça tourne. Il faut que tu aies la fibre, il faut également que tu aies, si possible, des fuseaux horaires qui soient compatibles avec ceux de la France. Et également, il faut que tu aies des infrastructures correctes au quotidien, donc des routes, des hôpitaux, des transports qui fonctionnent. Et cinquième critère, comme tu le vois sur ma magnifique carte que je t'ai fait, l'immigration. Il faut que le pays contrôle ses frontières. Point. Je suis parti du Frankistan, entre autres, parce que la France avait décidé d'importer massivement sur son sol des... bon, je sais pas comment les appeler sans que la vidéo se fasse strike. Bref, t'as compris, voilà. On a des immigrés sur le sol français qui sont indésirables. Donc je ne vais certainement pas aller dans un pays qui fait la même connerie. D'ailleurs au passage, si t'aimes bien la map, n'hésite pas à me dire ce que t'aimerais qu'on rajoute dessus pour la prochaine vidéo. Numéro 5, la Pologne. Ouais, la Pologne, ouais. Je sais que ça fait pas rêver, c'est pas Bali, hein, c'est sûr. Et tu sais quoi? C'est justement pour ça qu'elle est dans cette liste. La Pologne, c'est un pays qui tourne, hein. D'ailleurs c'est la plus grosse économie d'Europe de l'Est, et ça pousse depuis 20 ans non-stop. Le pays est dans l'UE, il est également dans l'OTAN, et surtout c'est un pays qui a dit non à l'immigration de masse quand Bruxelles leur mettait le couteau sous la gorge. Le soir, tu te balades à Cracovie, il n'y a personne qui t'emmerde. C'est con à dire, mais ça fait du bien. Et je te donne un chiffre, entre 87 et 90% des Polonais sont opposés à l'immigration extra-européenne. Et là, je te parle du peuple tout entier. D'ailleurs, même le gouvernement de Donald Tusk, qui est d'ailleurs pro-UE sur le plan économique, même lui, il n'a pas réussi à toucher à la politique migratoire parce que, électoralement parlant, c'était pas possible. Côté fiscalité, donc c'est une flat tax qui est à 19%. Alors évidemment, c'est pas le taux le plus bas de la liste que tu vas voir dans cette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que la Pologne elle est en top 5. Mais au moins, tu sais ce que tu paies. Il n'y a pas de surprise. Et en fait, il y a un truc que personne ne mentionne. Si tu es développeur, si tu es un peu créatif ou alors que tu fais n'importe quel boulot qui peut être lié de près ou de loin à de la propriété intellectuelle, il existe un régime qui s'appelle l'IP Box, donc l'Innovation Box. Et là, le taux, il descend à 5%. Tu passes de 19 à 5. Et ce qui est bien, c'est que la définition de propriété intellectuelle, elle est très large. Ça peut être du logiciel, ça peut être du contenu original, ça peut être du design, bref, tout ça, ça rentre dedans. Donc sache qu'il y a plein de développeurs qui font ça, donc qui exploitent ce système à Cracovie. Et mais bon, ça, personne n'en parle côté francophone. Au niveau des valeurs, c'est simple, les Polonais sont conservateurs. Ça, tu le sais déjà. Et d'ailleurs, ils en sont très fiers. Et ils ont raison. Pour bosser, ça c'est nickel. Tu as la fibre optique de partout, tu es sur le même fuseau horaire que la France. Et surtout, tu es à 2 heures de vol de Paris. Donc, que tu bosses en remote pour une boîte ou alors à ton compte, ça marche pareil. Le coût de la vie, il est encore la moitié de ce qu'on trouve en France. Pour te donner des vrais chiffres, tu as par exemple le Kazimierz, donc le quartier historique de Cracow, donc de Cracovie. Un 60 mètres carrés meublé, c'est entre 800 et 1000 euros par mois. Et si tu n'as pas besoin d'être en hypercentre, donc par exemple, tu peux rester, en tout cas ça t'intéresse de pouvoir rester dans la périphérie, tu peux aller par exemple à Nowa Huta, donc dans le quartier de Nowa Huta, ou alors à Brnowice, et là tu descends à 500 ou 600 euros pour du neuf. Et au niveau des cours, c'est entre 200 et 250 euros par mois pour bien manger. Alors qu'en France, bon, t'en as facile pour 400 balles. Voilà, donc je te laisse faire le calcul toi-même. Maintenant les limites, et je te les donne cash. Le gouvernement polonais actuel est malheureusement beaucoup plus pro-Union européenne
cher que le précédent. Également, concernant les 19% de flat tax, malheureusement, tu as eu beaucoup de discussions pour venir l'augmenter. Tu as également le coût de la vie qui monte vite aussi, donc notamment à Varsovie ou alors à Cracovie. Donc c'est sûr que c'est plus le bon plan d'il y a 5 ans. Également, si tu tombes malade, le système de santé publique, il est éclaté. Donc tu iras dans le privé et malheureusement, c'est pas donné. Dernière chose, en tant que citoyen européen, donc tu as la fameuse libre circulation, c'est logique, hein, ça tu es déjà au courant. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un visa ou alors d'avoir un permis de travail. Par contre, si tu restes plus de 3 mois, là tu vas devoir t'enregistrer auprès de la Voïvodie pour obtenir un certificat de résidence. Voilà, c'est une formalité simple qui prend quelques semaines, mais il faut le faire. Et le truc que personne ne te dit sur la Pologne, c'est le ZUS. Bon, je t'afficherai à l'écran ce que ça veut dire parce que j'arrive même pas à le prononcer, mais en gros, sache que c'est la sécu polonaise. Tu paies environ 250 zloty par mois, donc ce qui fait à peu près 60 €, pour toute ta couverture sociale, donc pour la couverture sociale complète. 60 €. Ouais. 60 €. Et d'ailleurs, même après 2 ans, le tarif normal, c'est environ 1600 zloty, donc ça fait à peu près 400 € par mois. Donc je te laisse comparer ça aux charges sociales françaises et tu comprends pourquoi est-ce que les gens restent. En plus, si tu combines ça avec l'IP Box, donc avec l'Innovation Box à 5% dont je viens de parler, bah, tu as un coût total, impôt plus charge, qui est ridicule pour un pays de l'Union européenne. Donc si ça t'intéresse, regarde du côté de Cracovie. Numéro 4, la Bulgarie. Et là, on rentre dans le dur côté fiscal. La Bulgarie, c'est une flat tax à 10%. 10% sur le revenu et sur les sociétés. C'est le taux combiné, donc revenu plus société, qui est le plus bas de toute l'Union européenne. Bon, tu verras par la suite qu'au niveau société, on peut encore descendre, juste au niveau société, pas revenu et société, juste au niveau société. Tu le verras dans quelques instants. Mais voilà, ce taux, c'est le plus bas de toute l'Union européenne. Et il ne bouge pas. Le 10% d'IS, il est en place depuis 2008. Et pour l'instant, personne n'y touche. Donc, quand tu viens de France où tu payes 45%, plus les charges, plus la TVA, plus la CSG, ouais, alors évidemment au départ, le 10%, tu crois que c'est une blague. Mais c'est pas une blague. Laisse-moi te faire le vrai calcul concret. Tu montes une EOOD, donc en gros, c'est l'équivalent d'une SARL bulgare. Ok. Et dessus, tu payes 10% d'IS. Ensuite, tu te verses les dividendes et c'est 5% de plus par-dessus. Donc le taux effectif total, en tout et pour tout, quand l'argent sort de ta boîte, c'est 15%. Par contre, attention, en ce moment, il y a des discussions pour venir doubler ce taux sur les dividendes, donc de 5 à 10%. Donc si malheureusement ça passe, ton taux effectif total sera pas de 15% mais de 20%. Et en vrai, ça va. C'est encore très correct par rapport à la France. Ce qui est bien, c'est que politiquement, personne n'ira toucher à l'IS de 10% parce que l'ensemble de l'économie bulgare est basé là-dessus. Il y a déjà eu des tentatives pour l'augmenter, mais à chaque fois, ça a été refusé ou bloqué par le patronat et les PME. Ce n'est pas inscrit dans la constitution bulgare, donc en théorie, le gouvernement pourrait la changer, mais en pratique, c'est devenu intouchable. Par contre, côté charges déductibles, ça, tu dois être prudent. Il y a une grosse légende qui circule chez les expats, comme quoi l'administration bulgare, elle fermerait les yeux sur tout. Sauf qu'en réalité, de ce que j'ai lu, le fisc bulgare, il est assez strict sur les justificatifs de déduction. Donc, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui se sont fait refuser des charges qu'ils pensaient au départ pouvoir déduire. Donc, prends impérativement un bon comptable local dès le départ. C'est pas la fête du slip comme certains racontent. Par contre, politiquement, c'est un peu le bordel en Bulgarie. Les Bulgares changent de gouvernement comme de chemise. Mais ce qui est bien, c'est que le cadre de fond bouge pas. Le pays est dans l'UE, dans l'OTAN et surtout les gens vivent leur vie tranquillement. Donc, il n'y a pas de délire idéologique, il n'y a pas d'ouverture de vannes migratoires comme en France. Côté valeurs, la Bulgarie, c'est un pays orthodoxe et conservateur. La société bulgare, elle est construite autour de la famille, autour de l'église et autour également d'un bon sens paysan qui n'a pas encore disparu. Et ça, c'est bien. Donc, les Bulgares passent pas leur temps à s'excuser d'exister. Ils débattent pas sur Twitter de sujets à la con comme nous on a en France. Voilà, donc il n'y a pas de wokisme, il n'y a pas de propagande dans les écoles et surtout, les gens te regardent bizarrement si tu commences à leur parler d'écriture inclusive. C'est un pays où les hommes sont des hommes. Donc évidemment, quand tu arrives de France, tu te dis que c'est comme ça que ça devrait être partout. Pour bosser, ce qui est bien, c'est que Sofia, c'est devenu un vrai hub de la tech. Il y a la fibre, il y a des coworking de partout, puis en plus, un bon appartement, c'est entre 400 et 500 € par mois. T'es à 3 heures de vol de Paris, donc que tu sois freelance ou salarié en remote, ça fonctionne. À l'achat également, un 2 pièces dans le centre de Sofia, ça démarre à partir de 50 000 €. 60, 70 000 si t'es bien situé. Et les prix montent de 10 à 15% depuis 2020, donc c'est pas juste ton logement, hein, c'est aussi un investissement. Si tu veux encore moins cher avec plus de qualité de vie, tu peux carrément regarder autour de Plovdiv, donc en bas. Le loyer, c'est 350 € par mois et la ville, elle est en train d'exploser culturellement. Et un truc que personne te dit également, c'est que Sofia, c'est un hub géographique, mais alors incroyable. Istanbul, c'est à 1 heure de vol, Thessalonique, c'est à 2 heures en voiture, la mer Noire en été, c'est à 4 heures de route. Donc tu viens en Bulgarie, t'es à la Turquie, la Grèce, la mer à côté pour 30 à 50 balles le billet d'avion. Maintenant, les limites. La corruption, tu vas la croiser. Ça, j'en ai parlé avec mon pote Arthur, qui justement gère des domiciliations en Bulgarie, donc si t'es intéressé, je te mets sa chaîne en haut. La corruption, tu vas pas la voir dans la rue, on n'est pas au Brésil non plus. Par contre, tu vas la voir à l'administration, tu vas la voir chez le notaire, tu vas la voir dans l'immobilier. Tu vas tomber sur le mec qui va te demander de mettre un peu plus d'argent, donc un billet de plus,
pour venir accélérer ton dossier par exemple. Donc évidemment c'est gérable si tu sais à quoi t'attendre. Par contre si tu débarques naïvement, tu vas te faire avoir. Je te le dis, tu vas te faire avoir. Au niveau des banques, c'est un peu un autre sujet. Si tu vas ouvrir un compte pro en tant qu'étranger, là, ça va être un peu dur. Certaines refusent et d'autres mettent des mois. Hormis Sofia, les hôpitaux, c'est compliqué, pour le dire poliment. À Sofia, ça va, mais en province, tu prends ta voiture et tu roules jusqu'à Sofia pour te faire soigner. L'immobilier également, il gonfle de fou. T'as les nomades digitaux qui ont découvert le truc, donc évidemment, les prix suivent. Et politiquement, le pays a eu 5 élections en 3 ans. Également, un point structurel qui est important, donc le LEV, la devise officielle de Bulgarie, est indexé sur l'euro à taux fixe depuis 1997. Donc ça veut dire que tu as littéralement toute la stabilité monétaire de l'euro sans être dans la zone euro. Concrètement, ça veut dire absolument aucun risque de change pour toi au quotidien. Par contre, la Bulgarie prévoit de passer à l'euro. Ça, c'est un sujet qui est en discussion depuis des années. Et la date officielle visée, c'est bientôt. Donc si ça se fait, le LEV disparaît et la Bulgarie entre dans la zone euro. Alors c'est pas forcément mauvais parce qu'aucun risque de change du tout, c'est propre, mais ça veut dire que Bruxelles aura plus de leviers pour pousser vers une forme d'harmonisation fiscale, donc ça veut dire que les 10%, ils vont être beaucoup plus difficiles à défendre. Donc là encore, la fenêtre, c'est maintenant. Si tu démarres, que tu n'as pas encore de gros revenus, que tu veux garder ton argent, c'est à mes yeux l'un des meilleurs pays pour toi. Numéro 3, la Géorgie. Ouais, dans le Caucase. Et crois-moi, c'est un monstre. Côté fiscalité, si tu es un petit entrepreneur, tu payes 1% d'impôt. 1%. Bon alors tu crois sûrement que je me fous de ta gueule, mais non, pas du tout. 1%. Au-dessus du plafond, ça passe à 20%, mais en dessous du plafond, c'est 1% et c'est tout. Et attends, parce qu'il y a encore mieux. Pour les gens qui bossent dans le digital, donc que ce soit l'IT, si tu développes un SaaS, si tu es dev, si tu as une agence web, ou alors si tu fais du tech consulting, il existe un truc qui s'appelle la Virtual Zone Company. Et là, le taux d'imposition, c'est 0%. 0. Pas un seul pourcent. 0 sur tout ton chiffre d'affaires réalisé à l'export. Donc si ton client il est en France, aux US ou alors en Allemagne, c'est considéré comme de l'export. Donc tu payes 0. Par contre, évidemment, si ton client il est en Géorgie, là tu payes. Mais soyons honnêtes, tes clients ne sont pas en Géorgie. La structure, elle se monte en 2 semaines. Un comptable local, ça va te coûter entre 50 et 80 balles par mois. Et en plus, tu as 0 impôt. Concernant le visa, tu arrives là-bas et tu restes 1 an sans visa. Personne t'emmerde, personne va te demander 15 000 papiers différents. Tu rentres sans visa, tu restes 365 jours. 1 an complet. Et au bout d'un an, tu fais quoi? Tu vas à la frontière turque, tu la traverses, tu reviens. Et voilà, c'est reparti. Bon, j'abuse un peu sur l'astuce, mais t'as compris. Si tu veux la résidence permanente, c'est à peu près 100 000 lari. Donc ça fait environ 35 000 euros. Et il faut que ce soit investi en immobilier. Ou alors que tu aies un revenu annuel de 50 000 lari. Donc honnêtement, ça se fait. Et gros point hyper important, la Géorgie, ce n'est pas dans l'Union européenne. Et ça, vu ce qui se prépare en Europe, c'est un avantage considérable. Donc pas d'euro numérique, pas de chat contrôle. Et ce qui est bien également, c'est que Bruxelles ne peut absolument rien leur imposer. Par contre, je préfère être honnête, la Géorgie est dans le CRS depuis 2024. Donc le CRS, encore une fois, c'est le Common Reporting Standard de l'OCDE, c'est le système d'échange automatique d'informations bancaires entre pays. Donc concrètement, ton compte en banque géorgien, le fisc français le voit, parce qu'il y a un échange automatique d'informations fiscales avec la France. Donc si tu crois que tu vas planquer ton argent en Géorgie sans que personne ne le sache, oublie. Cela dit, par contre, ça ne change rien à l'avantage fiscal. Si tu es résident fiscal géorgien avec ta Virtual Zone Company, là tu payes quand même 0% légalement. T'as rien à cacher, tu payes 0. Donc en gros, le CRS transmet l'information que tu as en effet un compte en banque en Géorgie, et le fisc français voit que tu payes 0% d'impôt là-bas, légalement. Évidemment, vérifie avec un fiscaliste, mais le setup, tiens, côté valeur, tu débarques là-bas, et le mec que tu connais pas t'invite à manger chez lui. Je déconne zéro, les gens sont comme ça. Tous mes potes géorgiens, j'en ai même ici à Budapest, ils sont tous comme ça. C'est ouf. Au niveau de la famille, tout tourne autour de ça en Géorgie. Également, Tbilissi, c'est rempli de gens en remote. Des salariés ou des freelances, des entrepreneurs, il y a vraiment de tout. Ils ont la fibre, ils ont des coworking, ils ont des cafés pour pouvoir bosser depuis partout. Un très bon appart, ça va te coûter que dalle, entre 350 et 400 balles par mois. La bouffe est dingue, mais vraiment dingue. D'ailleurs, ça, j'en parle souvent, mais la bouffe géorgienne, à mes yeux, c'est l'une des gastronomies qui peut vraiment concurrencer la bouffe française. Il y a aussi le pays, il est safe. Également, il y a un hack que beaucoup d'expats utilisent. Tu négocies ton bail en dollars, donc et pas en lari. Pourquoi? Parce que le lari, il fluctue d'à peu près 15%, plus ou moins par an. Les propriétaires le savent aussi, et c'est pour ça qu'eux-mêmes te demandent également de payer en dollars. Donc au final, tout le monde est content. Vaké, c'est le quartier chic de Tbilissi, et Vera, c'est le quartier bohème. Dans les deux, tu trouves du 100 m² meublé et neuf pour 400, 500, 600 balles. Et à l'achat, c'est entre 40 000 et 60 000 dollars pour un bon de pièces à Vaké. Parce que oui, les Géorgiens vendent en dollars, et pas en lari. Côté immigration, il y a des Russes, des Indiens, des Turcs et quelques communautés d'Asie centrale. La Géorgie, elle a une politique de visa qui est très ouverte, donc tu croises du monde. Mais attention, c'est pas
pas comparable à ce que tu connais en France. Il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de quartier à éviter. Tu te balades à Tbilissi à n'importe quelle heure, tu n'as absolument aucun problème. Maintenant, les risques, il y en a. Le premier, c'est la Russie, hein. C'est en l'occurrence le plus gros problème. Il y a des territoires qui sont occupés depuis 2008. Et le problème, c'est que si demain, Moscou décide de monter d'un cran, bah, t'as pas d'OTAN, t'as pas d'Union européenne derrière pour venir protéger la Géorgie. Le pays est tout seul. Également le lari, comme je t'en ai parlé juste avant, c'est une monnaie, c'est une devise qui est extrêmement volatile. T'es payé en euros, tu dépenses en lari, et puis un matin tu te réveilles, le taux il a fait plus 15 ou moins 15%. Tu sais pas d'où ça vient. Donc ça, faut savoir le gérer. Également, le régime à 1%, c'est pas pour tout le monde non plus. Il y a un plafond, le chiffre d'affaires, et il y a des activités qui sont exclues. Donc si tu fais du conseil ou alors du SaaS, vérifie avant de t'installer. Parce que bah, tu peux littéralement te retrouver à 20% sans que personne te le dise. Au niveau de la santé, Tbilissi, il y a des cliniques privées qui font en effet très bien le taf. Mais malheureusement, si tu as un truc grave qui t'arrive en province, tu vas soit en Turquie ou alors tu repars en Europe. Tu vas à Vienne par exemple. Donc c'est malheureusement pas le pays où tu peux avoir un problème sérieux au milieu de nulle part. Donc si tu veux tester, fais 3 mois à Tbilissi. Si t'es encore là, c'est que tu réfléchis sérieusement à partir. Et devine quoi, j'ai un appel gratuit pour toi, 1 heure, et on pose la situation à plat et je te dis quel est le meilleur pays pour toi dans ta situation. Je précise, c'est complètement gratuit, c'est pas du bullshit. À la fin, tu repars, t'as un plan, tu sais quoi faire à la fin de l'appel. Le lien est en description. Numéro 2, la Roumanie, le pays que tout le monde oublie. Et ça, c'est une erreur. Le premier truc à savoir, c'est que le roumain est une langue latine. Un francophone, il va comprendre 40% du vocabulaire dès le premier jour sans avoir ouvert un seul bouquin. Et en 2 ou 3 mois d'immersion, c'est bon, tu peux commencer à taper la discussion. Compare ça au hongrois ou alors au polonais où là, t'en as minimum pour 2 ans avant de pouvoir tenir une conversation basique. Et beaucoup de Roumains parlent le français parce que c'est la 2e langue étrangère enseignée au lycée là-bas. J'en veux pour preuve, mon parrain est roumain et il parle très bien français. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu veux t'intégrer, quand tu veux poser ta vie, quand tu veux élever tes gosses dans un pays, la langue, c'est tout. Et la Roumanie, c'est le seul pays d'Europe de l'Est où d'un point de vue linguistique, tu te sens pas isolé. Côté fiscalité, c'est 10% de flat tax sur le revenu. Le régime de micro-entreprise, c'est 1% sur le chiffre d'affaires. Attention par contre, le plafond, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, ça a baissé récemment. Donc le vrai calcul, c'est le suivant. Tu payes 1% d'IS sur le chiffre d'affaires et ensuite tu te verses des dividendes à hauteur de 8% d'impôt. Ce qui veut donc dire que la charge réelle, donc sur tout ce qui sort de ta boîte, c'est environ 9%. 9%. En France, t'es à combien? T'es à 50, 60% avec les charges. Et ce régime, il tient depuis 2017. Et tous les ans, le lobby des PME roumaines bloque parce qu'il y a encore une fois trop de monde qui en dépend. Et contrairement à la Bulgarie, le pays, il est solide. Les banques marchent, tu fais absolument tout en ligne, les routes sont correctes. Pareil pour les hôpitaux et les écoles. Bucarest, c'est une vraie métropole. Il y a des vols directs vers toute l'Europe, ils ont également la fibre. La Roumanie d'ailleurs a l'un des meilleurs débits au monde, hein, donc encore plus rapide que la France. Là, je te donne un chiffre. Digi, donc Digi c'est l'opérateur roumain, c'est 1 gigabit par seconde, symétrique, donc upload et download, pour 10 € par mois. 10 €. La Roumanie, elle a câblé tout le pays depuis les années 2000, quand le coût de la fibre ne valait absolument que dalle. Le résultat, c'est quoi? Dans presque tous les villages ruraux, t'as la fibre. Et la partie mobile, c'est 5 € par mois pour 100 gigas chez Digi Mobile. Côté valeur, pareil, la Roumanie, c'est conservateur et orthodoxe. Au niveau de l'immigration, tu as une communauté turque historique à Dobruja et tu croises des travailleurs asiatiques dans les grandes villes. Notamment, c'est eux qui font la livraison, donc Volt, etc. pour tout ce qui est au niveau de livraison de bouffe et de services. Mais encore une fois, c'est pas comme en France, il n'y a pas de quartiers qui ont basculé dans le chaos total. Il n'y a pas de problème de sécurité qui sont liés à ça. Maintenant, au niveau des limites, le régime micro à 1%, il a déjà été menacé plusieurs fois. Le plafond baisse et les conditions se durcissent. Donc c'est encore là, mais il ne faut pas non plus construire tout ton plan fiscal là-dessus sans avoir une alternative, si ça change. Également, l'immobilier à Cluj-Napoca, il est monté en flèche. Ce ne sont malheureusement plus les prix d'il y a 5 ans. Et donc ça, il faut le prévoir dans ton budget. Maintenant, pourquoi est-ce que la Roumanie n'est pas en première position? Parce qu'il y a un pays qui fait mieux sur presque tout. Mais si la langue, c'est prioritaire pour toi, la Roumanie, c'est en effet le pays qu'il faut que tu cibles. Et enfin, numéro 1, la Hongrie. Bon, pas de surprise. Si tu connais la chaîne, c'est ici que je vis. Et c'est là-bas que j'enverrai n'importe quel pote. On commence par la paix. La Hongrie, c'est le pays le plus paisible où j'ai vécu ma vie. Tu marches dans Budapest la nuit, t'as absolument zéro problème. Bon, des fois, t'as des gitans qui boivent, ils se mettent une race, etc. Tu vois, mais ça s'arrête là. Ils ont également dit non à l'immigration de masse. Et d'ailleurs, ça, tu le sens directement quand t'arrives. Côté fiscalité, c'est 15% de flat tax sur le revenu.
C'est 9% d'impôt sur les sociétés, 9. C'est le taux le plus bas de l'Union européenne. Donc si tu as une boîte hongroise, tu paies 9% sur tes bénéfices. Et si tu es salarié, c'est 15% flat. Voilà, c'est terminé. Il y a également un régime que peu de personnes connaissent côté francophone, ça s'appelle le kata. En gros, c'est quoi? C'est un forfait fixe. Tu payes 50 000 forints par mois, donc c'est à peu près 125 €, et c'est tout. T'as pas de TVA, t'as pas d'IS, t'as pas de charge sociale en plus. 125 € par mois, quelle que soit ta marge. Bon, par contre, tu as un plafond. Le plafond, c'est 18 millions de forints par an, donc ça fait à peu près 45 000 €. Donc, si tu as un side business, un petit service en freelance ou un truc qui tourne à moins de 45 000 €, c'est 125 € par mois forfaitaire. C'est tout. Alors attention par contre, parce que ça c'est important, depuis 2022, le kata, il est réservé uniquement aux activités avec des clients particuliers. Donc, c'est plus du B2B. C'est du B2C. Donc vérifie ta situation avant de t'installer. Côté stabilité, bon bah la Hongrie, c'est l'Union européenne et c'est également l'OTAN. Peter Magyar a gagné les élections, donc il a pris la suite d'Orban en avril 2026. Donc il y a maintenant, on est quoi? On est le 9 mai où je tourne cette vidéo, donc ça fait un peu moins d'un mois. Il a gagné avec une super majorité des 2/3. Mais je vais être transparent avec toi, Magyar, c'est du centre droit pro-UE. Il veut reconstruire les relations avec Bruxelles. Et ça, c'est un changement de direction qui est assez clair. Maintenant, est-ce que ça va impacter la fiscalité ou alors l'immigration? Pour l'instant, bon, il n'y a personne qui touche au 9% d'IS, il n'y a personne qui touche également au 15% d'impôt sur le revenu. Mais c'est un risque à moyen terme, et je préfère te le dire plutôt que te vendre du rêve. Ce qui est bien également, c'est que le peuple hongrois reste massivement conservateur dans ses valeurs, mais j'attends quand même de voir ce que Peter Magyar va faire. Côté famille/natalité, le pays donne des aides massives aux familles qui font des gosses. Ça, c'est la politique officielle depuis 10 ans. Les gens sont fiers d'être hongrois. Ce qui est bien en Hongrie, avec cette politique pro-natalité, c'est que je crois que c'est la politique pronatalité qui est la plus agressive du monde. Dans le sens où si tu as 3 gosses ou plus, la mère, elle est exonérée d'impôt sur le revenu. Et elle est exonérée à vie. Et en plus, ça s'étend progressivement. Donc d'ici 2029, même avec 2 enfants et plus 3, la mère sera exonérée. Et même sans aller jusque-là, dès le premier enfant, tu as des crédits d'impôt massifs, tu as des prêts immobiliers qui sont bonifiés par l'État, et tu as également un système de leasing pour une voiture subventionnée pour les familles nombreuses. Donc concrètement, tu peux être un expat, tu peux trouver une femme ici, avoir des enfants avec elle, tu payes 9% d'IS sur ta boîte, ta femme, donc la mère des enfants, elle va absolument payer 0% d'impôt sur le revenu. Et en plus, l'État va carrément t'aider à acheter ta maison. Additionne tout ça et dis-moi où tu as ça en Europe. Et c'est pour ça que la Hongrie, c'est mon top 1. Pour bosser, Budapest, c'est magnifique et tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu as la fibre, tu as des vols vers toute l'Europe, tu as 0 décalage horaire avec la France. Au niveau des transports, au niveau des hôpitaux, tout fonctionne, même si, bon, ça c'est sujet à débat, le public n'est pas vraiment ouf. En général, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre une mutuelle, donc une assurance privée. Et Budapest, c'est le plus grand hub aérien mondial, donc avec la société, la compagnie hongroise Wizz Air, qui gère plus de 150 destinations, avec des billets qui vont entre 20, 50 à 100 balles. Vienne, c'est en train à 2h30, Prague, c'est à 6h, Zagreb, c'est à 5h, Bratislava, c'est à 2h. Tu es au centre géographique de l'Europe et tout est à un maximum de 3 heures de vol. Et puisque c'est le même fuseau horaire que Paris, tu as absolument 0 décalage pour tes calls clients. Et surtout, tu vis bien, tu vis très bien. Le 5e, 6e, 7e arrondissement, donc côté Pest, ça c'est le quartier juif, qui est, en l'occurrence, c'est le quartier qui est assez vivant. Un 80 mètres carrés rénové, c'est entre 900 et 1200 balles. Si tu veux le level au-dessus, côté Buda, donc dans les collines, à l'ouest, là tu peux cibler dans le 2e arrondissement, tu peux trouver des villas avec vue sur le Danube, tu en auras pour 1500, 2000. Après ça peut monter 2500, 3000 balles, voire même plus par mois. Tu as également les bains thermaux, tu as Széchenyi, Gellért, Rudash, et tu en as pour, en été ça dépend parce que tu as les prix touristiques, mais tu peux avec un abonnement avoir une entrée dans un bain thermal pour 5, 8, peut-être même 10 balles, un truc du style. Ouais. J'ai pas vérifié pour ça. Un resto de qualité, ça va te coûter entre 15 et 25 balles le repas complet. Un café, c'est 3 balles, 4 balles. Donc là, c'est un peu cher à Budapest, mais tu peux trouver moins. Maintenant, au niveau des limites, on a le forin, donc le forin hongrois, la devise du pays. Historiquement, la monnaie perd de la valeur face à l'euro. J'en ai déjà fait d'ailleurs plein de posts sur le school, sur la communauté. Je t'invite à nous rejoindre, c'est gratuit. Dernièrement, le forin s'est renforcé face à l'euro, face également au dollar, face même également au franc suisse, suite aux élections. Mais sur le long terme, ça perd. Concrètement, épargne en euros, en franc suisse de préférence, si tu es abonné à la chaîne et que tu comprends pourquoi,
et tu dépenses en forain. Si tu fais ça, tu seras gagnant dans tous les cas. Également, Budapest a pris cher ces dernières années. Les apparts du centre, c'est 40 à 50% de plus qu'il y a 5 ans. Facile, ouais, peut-être même plus. Alors évidemment, c'est encore raisonnable hein, par rapport à Paris, mais il faut quand même pas débarquer en croyant que tout est gratuit. La santé publique, c'est moyen. Hein. Le privé, c'est nécessaire. Bon, c'est un peu comme pour tous les pays de ma liste. Hein. Et la langue, ouais, le hongrois, c'est catastrophique. Ça ressemble à absolument que dalle de ce que tu connais. Après 4 ans ici, je me débrouille, mais ouais, je suis encore loin de savoir le parler couramment. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Budapest, avec de l'anglais, tu vis très bien, t'auras pas de problème. Donc viens en Hongrie, viens à Budapest, teste 3 mois, et au bout de 3 mois, tu sauras. Voilà, donc Pologne, Bulgarie, Géorgie, Roumanie et Hongrie. 5 pays où tu respires, 5 pays où tu gardes ton argent, où la société fonctionne encore, et également des pays où tu peux travailler. Et c'est tout ce qu'on demande. Encore une fois, c'est mon classement avec mes critères. Donc si tu veux un pays paisible, conservateur, avec une bonne fiscalité et des frontières qui tiennent la route, bah t'as ma liste. Encore une fois, si tu veux faire le point sur ta situation, le lien est en description, c'est gratuit, ça dure 1 heure. Et si la vidéo elle t'a parlé, bah like, commente, abonne-toi si tu veux encore une fois. C'était Eric, à plus, au nom de la liberté.